On va d'abord partir aux États-Unis, où la campagne présidentielle nous réserve des rebondissements dignes des meilleures séries américaines. Et pour en parler, accueillons André Caspi, éminent spécialiste de l'histoire américaine et historien qui nous rejoint. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir André Caspi. Alors, il y a un mois, il était le héros, certain de l'emporter, mais depuis l'entrée en scène de Kamala Harris, qui le dépasse désormais dans les sondages, Trump apparaît déboussolé. Que faire face à cette rivale qu'il n'avait pas prévue et qui va être officiellement intronisée lors de la convention démocrate qui démarre ce soir à Chicago. Regardez les images des préparatifs en direct. Chicago, c'est la 3e ville des États-Unis. Il y a au moins 50 000 personnes qui sont attendues, les délégués, les bénévoles, les partisans, un dispositif de sécurité qui est très important parce que la tentative d'attentat contre Donald Trump est dans tous les esprits. Chicago doit donc donner à Kamala Harris la légitimité officielle qui lui manque. Rien ne pouvait présager cet engouement autour de Kamala Harris, qui n'a pas percé pendant le mandat de Joe Biden, qui était une figure un peu inconnue. Comment vous expliquez, André Caspi, que la machine Trump se soit enrayée ? Je ne sais pas si elle s'est enrayée ou s'il y a un effet médiatique de la candidature de Kamala Harris. Certes, Donald Trump a été déboussolé par le coup d'État ou le coup d'éclat qui s'est produit au milieu du mois de juillet, lorsque Joe Biden a abandonné la course électorale. Ce qui veut dire que pour Trump, c'était beaucoup plus facile de combattre Biden que de combattre Kamala Harris. D'abord, pour des questions d'âge, tout simplement. Vous n'oubliez pas que Donald Trump a fêté ses 78 ans, Kamala Harris a 59 ans. Autrement dit, désormais, Trump n'est plus le moins vieux des octogénaires, mais il est le plus vieux des candidats. Et c'est un effet qui est évidemment très important sur le plan médiatique. D'autre part, rappelez-vous aussi que dans le courant du mois de juillet, Trump a été victime d'un attentat. Oui. Et cet attentat a subitement poussé sa candidature. Il est devenu une sorte de héros. C'est tout simple si on ne le comparait pas à John Kennedy, avec la grande différence que John Kennedy, lui, a été assassiné, tandis que Trump a été victime d'un éclat de balle qui a touché son oreille. C'est pas tout à fait la même chose. Mais ça veut dire que la convention républicaine lui a fait un véritable triomphe. Et c'est ça, au fond, le but de ces conventions. C'est d'assurer la publicité des candidats. Parce qu'au fond, c'est les 5 000 participants à la convention démocrate qui s'ouvre aujourd'hui, ce sont des convaincus, bien entendu, qui vont voter pour Kamala Harris. Mais la question qui se pose, et je ne cesse pas de l'indiquer, c'est qu'il y a aujourd'hui 15% des électeurs américains qui n'ont pas encore choisi entre Kamala Harris et Donald Trump, ce qui veut dire que tous les autres ont déjà choisi, et ce qui veut dire aussi, et nous ne l'oublions pas, que les électeurs commencent à voter dès le mois d'octobre et même encore fin septembre, parce qu'il y a des États dans lesquels c'est permis. Ils n'attendent pas le 5 novembre pour exprimer leur choix. Donc, et puis, enfin, il faut prendre en compte que les élections présidentielles aux États-Unis ne sont pas les seules qui ont lieu le 5 novembre. Il y a des élections pour renouveler complètement la Chambre des représentants. Il y a des élections pour renouveler un tiers du Sénat, sans compter bien sûr les élections locales. Donc tout cela fait que c'est extrêmement difficile de saisir les tendances fondamentales de l'opinion. André Caspi, c'est vrai qu'il faut être très très prudent, mais il y a encore quelques semaines, quand Joe Biden était encore candidat, on disait c'est terminé, notamment dans les swing states. On voyait bien qu'il était en train de perdre du terrain de manière inquiétante. Et là, désormais, non seulement Kamala Harris rattrape son retard, mais les courbes se croisent dans de nombreux sondages. Là, c'est le dernier en date, et on voit
Harris, qui est représentée en bleu, parce qu'aux États-Unis, les bleus, c'est la couleur des démocrates, oui. Elle est peut-être à 49%. 2 points d'écart, c'est la marge d'erreur, mais c'est quand même révélateur d'une tendance. Oui, c'est révélateur d'une tendance et d'une période particulière dans la campagne électorale. J'attends avec impatience le débat du 10 septembre. Oui. Le débat du 10 septembre, lui, pourrait être déterminant. C'est-à-dire que si Trump n'arrive pas à convaincre les téléspectateurs, il est évident que là, il aurait sans doute perdu les élections. Mais en revanche, il peut y avoir une erreur de la part de Kamala Harris ou il peut y avoir de la part de Trump un coup de génie, qui sait, tout est possible dans ce monde. Donc ça voudrait dire qu'à ce moment-là, la courbe va également changer. Donc il ne faut pas se fier aux courbes d'aujourd'hui pour prévoir le résultat finale du 5 novembre. Il faut attendre. Et je crois que tout ce que l'on peut dire, c'est que les conventions sont faites pour stimuler la popularité du parti qui tient ces conventions. Aujourd'hui, c'est le Parti démocrate. Le Parti démocrate est au premier plan de l'actualité. Tout le monde en parle, y compris en France. Mais je ne suis pas certain que tous les Américains soient très sensibles à ce qui se passe à Chicago. Mais justement, André Caspi, ce qui justifie aujourd'hui notre interrogation, notre débat, c'est pas seulement le démarrage en trompe officiel de la campagne de Kamala Harris, c'est les doutes au sein du camp républicain. Et ça, c'est une première. Et on va entendre des fervents soutiens de Trump qui expriment ouvertement leurs doutes et une partie du camp républicain qui ne sait plus où est Donald Trump et ce qu'il fait. Alors, il est un peu déboussolant en soufflant le chaud et le froid. Écoutez ces extraits. Last week, Crooked Joe signed an executive order that is pro-invasion, pro-child trafficking, pro-woman trafficking, pro-human trafficking. It's ineffective. It's bullshit what he signed. We must not criminalize dissent or demonize political disagreement, which is what's been happening. She wants abortions in the 8th and 9th month of pregnancy. That's fine with her. It's not abortion. That's the execution of a baby. She was always of Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black. Bon, on avait cru, peut-être les plus naïfs d'entre nous, que son attaque allait peut-être l'adoucir, et en fait il n'en est rien. Il est comme il a toujours été, aussi piquant, aussi vindicatif, aussi excessif. Et c'est ce qui énerve une partie du camp républicain qui dit qu'il va falloir trouver autre chose face à Kamala Harris, beaucoup plus solide pour convaincre les indécis, le vote ouvrier, les swing states. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, le débat porte aussi, par exemple, sur les conséquences de l'inflation. C'est très important, oui. Ça. Et ça concerne le quotidien des Américains. Alors, Kamala Harris a proposé un plan qui consiste à bloquer les prix alimentaires. Ça vaut ce que ça vaut. D'autre part, il y a une inflation galopante aux États-Unis, non seulement sur les prix alimentaires, mais aussi sur l'essence. Donc Trump a beau jeu de dire il faut puiser davantage, il faut davantage en somme extraire du pétrole. Kamala Harris a fini par se rallier à ce thème-là. Donc si vous voulez, les Américains sont sensibles à ces différents thèmes, c'est-à-dire que ce ne sont pas des thèmes qui engagent l'ensemble de la société américaine, mais ça concerne la vie quotidienne. Et sur la vie quotidienne, moi je pense que Donald Trump peut avoir des dérapages, et Dieu sait qu'il en a eu, mais d'un autre côté, il tient aussi sa clientèle, une clientèle républicaine, qui est très solidement derrière lui, et la question qui se pose, c'est de savoir si elle est derrière lui au point d'avoir une majorité, ou si au contraire, il pourrait être battu. Une dernière chose, et puis après je laisse la parole, une dernière chose, c'est que n'oubliez pas qu'en 2016, Donald Trump a perdu les élections sur le plan des suffrages, mais il les a gagnées sur le plan des États. Donc ce qui compte aujourd'hui, c'est précisément ces fameux swing states qui vont décider des résultats de l'élection. Oui, parce qu'en fait, les sondages, quand Biden était encore candidat, n'étaient pas alarmants au niveau national. C'est justement dans les États clés
que la chute était alarmante. Vincent Hugeux. La référence à 2016 est d'autant plus pertinente que Donald Trump vient de décider d'aller rechercher celui qui était son directeur de campagne de l'époque, un certain Corey Lewandowski, qui avait été plus ou moins écarté. André Caspi faisait allusion au débat télévisé et au rôle qu'il pourrait jouer. Le problème, c'est quel discours Trump tiendra-t-il ? Oui. Il est en ce moment critiqué par son aile droite pour être trop tiède et par les plus raisonnables de son aile centre-droit pour être trop hargneux, trop radical, trop doctrinal et pas assez dans le concret. Vous avez par exemple un personnage qui est pas du tout connu en France, qui s'appelle Nick Fuentes, qui est extrêmement influent, c'est un podcasteur, etc. Alors, c'est un frappadingue, un suprémaciste qui veut un État ethniquement pur et qui considère que dans cet État ethniquement pur, aux États-Unis, même les migrants légaux n'aurait pas droit de citer. Mais il se trouve qu'il fait partie de ces gens qui critiquent Trump en lui disant « tu as perdu, au fond, ce qui était l'élan auprès de l'Amérique profonde ». Et vous avez des campagnes en ce moment pour que soient virés les deux co-directeurs de la campagne. Donc vous avez quelqu'un qui s'appelle Chris LaCivita et puis Susie Wiles, etc. Et vous avez des hashtags, des mots dièses qui sont extrêmement critiques sur l'immigration, etc. Et de l'autre côté, et je m'arrêterai là, vous avez un Lindsey Graham qui est un dinosaure de la politique américaine, un sénateur républicain, etc., qui n'est pas franchement un marxiste, mais qui dit non, arrêtons avec ça. Arrêtons de dire que Kamala Harris est stupide, pour reprendre un mot qui a été employé. Arrêtons de mettre en doute sa part d'africanité via son père, qui était un Jamaïcain américain, etc. Et adressons-nous aux Américains pour leur dire qu'est-ce qu'on va faire, alors justement, sur l'inflation, sur l'emploi, sur l'immigration, etc., etc. Et donc, c'est très joli d'être bon formellement dans un débat ou de bousculer Kamala Harris, mais sur quelle ligne ? Marc Seymour. Il y a une chose qui me frappe, et le professeur Caspi peut-être, c'est à quel point son discours, son style et la reprise exacte, en version peut-être encore plus caricaturale, de 2016. C'est-à-dire, il ne dit rien de nouveau, véritablement. Bon, alors, il se concentre tout sur Biden, les attaques sur Biden, etc. Mais fondamentalement, tout ce qui avait été sa force à l'époque et qui explique qu'il est vaincu, qu'il ait gagné l'élection contre Clinton, Hillary, là, on a l'impression que voilà, c'est exactement la même chose qui tourne en boucle. Alors, ça satisfait sa base la plus convaincue, probablement, qui retrouve le spectacle qu'elle connaît, les phrases de plus en plus insultantes, la véhémence, etc. Mais en même temps, c'est quand même, d'une certaine façon, être dans l'impasse, parce qu'on rentre dans une phase de la campagne où, maintenant, il s'agit justement de réussir à rallier, disons, ceux qui sont encore les indécis ou les républicains les plus tièdes, etc., y compris des gens type Nikki Haley, disent à Trump de se recentrer un peu. Donc comment vous expliquez qu'il se soit enfermé là-dedans, y compris jusqu'à prendre un colistier qui est son clone, en plus jeune et en pire. André Caspi. Un colistier qui a beaucoup d'appui dans la Silicon Valley, hein. C'est-à-dire que c'est un colistier qui est très lié à des milieux industriels où il a exercé ses talents. Bon, passons sur le colistier. Moi, ce que je pense, c'est que on est en train de réfléchir à une campagne comme nous en connaissons en France. Mais vous avez raison sur un point, c'est qu'en effet, il faut comparer avec la campagne de 2016. Dans la campagne de 2016, qui prévoyait la victoire de Donald Trump ? Et d'ailleurs, Donald Trump a perdu les élections de 2016 sur le plan des suffrages. C'est-à-dire qu'au fond, encore une fois, il ne faut pas se fier à une sorte de modèle à la française, mais il faut bien comprendre le système américain, c'est-à-dire au fond, il faut savoir que dans le système américain, chaque État tient sa place, et en particulier les États qui n'ont pas encore véritablement choisi. Tenez, prenez le cas de la Pennsylvanie. La Pennsylvanie, traditionnellement, c'est un État démocrate. Et d'ailleurs, Joe Biden, elle l'avait emporté. Je ne dis pas facilement, mais enfin, il l'avait emporté. Aujourd'hui, en Pennsylvanie, eh bien, Trump et Harris sont au coude à coude. Voilà, raison pour laquelle elle était justement en Pennsylvanie hier pour mener campagne. D'autre part, d'après ce que je lis, on voit bien que Kamala Harris a choisi Tim Walz précisément parce qu'elle veut s'assurer les votes de ces États du nord-ouest
qui pourrait éventuellement passer aux Républicains. C'est-à-dire qu'au fond, on est là véritablement dans une période où les résultats sont extrêmement serrés. On ne peut pas prévoir. Si vous voulez que je prévoie quelque chose, invitez-moi le 6 novembre. André Casby. Je verrai tout ce que vous voulez. Personne, évidemment, n'a une boule de cristal, mais ce qui nous intéresse, c'est la stratégie. Et comme le disait Vincent, on a du mal à voir quel va être son axe de stratégie entre ceux qui lui reprochent de ne pas parler de fond, de trop se perdre dans des attaques assez basses face à Kamala Harris, et puis sa base qui est extrêmement dure et qui lui dit « mais au contraire, tu ne vas pas assez loin ». Et je voudrais vous faire réagir à ce que dit Candace Owens. Elle est peu connue en France, mais c'est une icône de l'extrême droite américaine. Elle est très populaire, il y a des millions d'Américains qui la suivent sur ses réseaux sociaux. Sa chaîne YouTube, elle est pro-Trump, pro-Poutine, anti-avortement, et elle exprime pour la première fois des doutes sur la campagne du candidat républicain. It doesn't feel to me like the same Trump from 2015. And obviously he's the better candidate. I want Trump to win as well. But it does seem that now that he's accepted money, that he can't be as hardcore about certain topics and certain issues as he was back in 2015 when there was no chance he was going to win. Elle nous dit que Donald Trump n'est plus libre d'être aussi politiquement incorrect, cash que par le passé, parce qu'il aurait fait un deal pour que les procédures judiciaires s'arrêtent ? Écoutez, elle est certainement plus au courant des problèmes qu'affronte Donald Trump que moi. Oui, elle est un peu complotiste. Ce que je peux dire simplement, c'est qu'au fond, Donald Trump a trouvé de nouveaux arguments, ou plus exactement, a engagé une nouvelle campagne, et puis subitement, ça n'est plus le même adversaire qu'il a en face de lui, mais c'est quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre qui a des caractéristiques complètement différentes. Je suis certain que si Donald Trump prie le soir, eh bien, il a dû prier pour que Joe Biden reste le candidat. Oui. Et précisément, le candidat, ça n'est plus Joe Biden, c'est Kamala Harris. C'est-à-dire qu'au fond, c'est une femme. Donc, il ne sait pas très bien comment engager le combat contre une candidate, encore qu'il ait l'expérience de 2016. Mais Hillary Clinton, c'était quand même un autre format. Et puis, elle est noire, et puis elle a été vice-présidente, et puis on ne sait pas très bien toujours quels sont les thèmes principaux de son programme, parce que pour l'instant, au fond, son programme, difficile de le dire. Hein. Alors, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, elle a avancé des arguments pour combattre l'inflation, d'accord ? Mais est-ce qu'on sait, par exemple, quel est son programme de politique internationale, même si la politique internationale n'intéresse pas fortement les électeurs américains ? Non, mais j'allais y venir justement, parce que pour les démocrates, une partie de la gauche démocrate, la guerre au Proche-Orient, c'est un problème. Et, pour l'aile gauche, oui. Pour l'aile gauche, et reprocher à Joe Biden d'être trop pro-israélien. Il y aura peut-être des manifestations justement organisées par un mouvement de soutien aux Palestiniens qui dénonce, je cite, le génocide à Gaza. Là-dessus, il va falloir qu'elle tranche. Oui, bien sûr. Mais au fond, jusqu'à maintenant, Kamala Harris étant la vice-présidente, elle est, comment dire, la complice, ou en tout cas, elle est inévitablement associée aux résultats, au programme, à la politique de Joe Biden. Incontestablement. Elle n'a pas protesté quand elle était vice-présidente. Donc elle a changé actuellement son discours sur l'immigration. Eh bien justement, André Caspi, on voit ces images en direct de manifestations justement pour défendre la cause palestinienne et demander à Kamala Harris d'être du côté des Palestiniens et de réagir. Et c'était déjà un problème pour Joe Biden. Oui. Guéric Poncet, je voyais réagir et puis on va continuer évidemment. Non, mais j'ajouterais simplement que une représentante qui est très à gauche dans le Parti démocrate, qui s'appelle Ocasio-Cortez et qui est l'élue de New York, a pris parti pour Kamala Harris, c'est-à-dire qu'au fond, elle essaye d'atténuer les effets de cette manifestation. Alors, cette manifestation, est-ce qu'elle va ressembler aux manifestations de 1968 ça, est-ce qu'elle aura déjà un impact, à Chicago, d'ailleurs. Déjà à Chicago, oui, c'est le parallèle. Ce qui était quand même un peu différente, puisqu'il s'agissait de protester contre la guerre du Vietnam. Oui. Mais d'un autre côté, il y a aussi des ressemblances, parce que à Chicago, en 1968, le président des États-Unis en exercice, Lyndon Johnson, avait justement refusé d'être candidat.
Il s'était retiré de la candidature. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des points communs, et ça veut dire aussi que le Parti démocrate pourrait être divisé, mais ça n'est pas le souci majeur des électeurs démocrates. Je répète que le souci majeur des électeurs démocrates, c'est le coût de la vie. C'est ça qui compte. Justement, une chance pour Kamala Harris. Guéry Poncet. Oui, simplement sur la stratégie de Donald Trump, je pense qu'on commence à le voir dès aujourd'hui. Il insiste sur la diffusion de sa vérité. Et c'est ça, sa stratégie, je pense, c'est de continuer à diffuser sa vérité, ce qu'on qualifierait, nous, de fake news, pour présenter sa vision du monde. Il présente ça comme du débat démocratique. Il ne présente pas ça comme une vérité et une contre-vérité. Et finalement, c'est ce qui lui avait permis de gagner en 2016. Souvenons-nous quand même que dans la suite de l'affaire Cambridge Analytica, où Facebook avait permis, malgré lui, au soutien de Trump, de cibler tous les électeurs ultra sensibles des swing states, Trump avait réussi à gagner les États clés grâce à quelques dizaines de milliers d'électeurs qu'il avait fait basculer en ciblant les publicités et les algorithmes des réseaux sociaux. Et notamment sur le registre de l'environnement et du dérèglement climatique, où il continue de marteler, par exemple, contre l'évidence que Kamala Harris va interdire les gazinières, je cite, et la consommation de viande rouge. Bon, et il a eu, dans son échange absolument interstellaire avec Elon Musk l'autre jour, à propos de la montée des océans, il la minimise en disant qu'elle est millimétrique, et que par ailleurs, ça permettra à davantage de gens d'avoir une maison en bord de mer. C'est quand même d'un cynisme ou d'une stupidité assez abyssale. Un petit mot quand même sur cette fameuse Madame Owens là, qu'on vient d'entendre. Vous avez vu réagir. Candace, bah oui, parce que je lisais dans le Washington Post que Candace Owens, c'est quand-même quelqu'un qui dit qu'aujourd'hui, il y a, je cite, une MAGA Civil War, c'est-à-dire une guerre civile à l'intérieur de MAGA, c'est-à-dire Make America Great Again, le mantra de Trump. Oui, rendre et la elle grandeur dit, à l'Amérique. je ne sais pas précisément qui conduit le bus de MAGA aujourd'hui. Bon, et donc ça veut dire quand même que, au-delà des propos qu'on entendait, qui étaient relativement policés, il y a vraiment une remise en question, non pas de Trump d'ailleurs, mais de son équipe. Tous ces gens en réalité, ils agonisent d'injures l'entourage de Trump, mais ils protègent encore le patron. Candidat. En gros, voilà, c'est un grand classique du genre. Donc, alors, est-ce que vraiment ils ont une influence qui pourrait aller jusqu'à affaiblir le socle électoral de Trump? Personnellement, j'en doute. Non, c'est pas leur intérêt, d'ailleurs. Voilà. Oui, mais donc je me demande la question de pourquoi exprimer ces doutes ouvertement. Est-ce que c'est pour lui demander de changer d'équipe ou parce qu'ils craignent la défaite? C'est parce qu'il y a une sorte de désarroi qui s'est créé au sein de l'équipe républicaine avec cette nouvelle candidature qui n'était pas attendue, qui a été une surprise énorme. C'est-à-dire qu'au fond, ça a complètement changé les données de la campagne électorale. Donc, il faut que Trump trouve ce qui peut marcher de nouveau dans ce contexte qui n'est pas celui qu'il a connu jusqu'à maintenant. Mais d'un autre côté, il y a quand même un certain nombre de thèmes sur lesquels Trump insiste. Alors, j'ai cité tout à l'heure l'inflation, mais il y a aussi le problème de l'immigration. Oui. L'immigration est un problème très important aux États-Unis. Alors, là aussi, Kamala Harris, qui ne savait pas très bien quoi faire lorsqu'elle était vice-présidente et qu'on lui a confié la mission d'arrêter l'immigration à la frontière mexicaine, aujourd'hui, Kamala Harris a un peu changé. C'est-à-dire qu'au fond, elle dit il faut s'intéresser à l'immigration. Elle a un thème qui, en revanche, là, est très porteur, c'est l'avortement. Et sur l'avortement, là, elle a en somme la possibilité d'avoir beaucoup plus de suffrages féminins que n'en avait Joe Biden. Donc, si vous voulez, c'est une candidature nouvelle, et à cette candidature nouvelle, il faut des arguments nouveaux pour s'y opposer. Donc, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que Donald Trump n'a pas encore trouvé la meilleure manière de s'opposer à Kamala Harris, et c'est pour ça que je dis qu'il faut attendre le mois de septembre, les débats, ou le débat, je ne sais pas s'il y en aura un ou plusieurs, le débat du 10 septembre, pour savoir exactement comment Trump réagit à l'encontre de Kamala Harris. Parce que qu'il y ait aujourd'hui un enthousiasme particulier pour la Convention démocrate, mais c'est normal, les conventions sont faites pour ça. C'est-à-dire, il y a eu un enthousiasme pour la Convention républicaine, il y a de l'enthousiasme pour la Convention démocrate. Et en fond, ça ne signifie pas nécessairement que ça pénètre l'ensemble de la population américaine et qu'immédiatement, tous les Américains se disent... On va voir si la Kamala mania est réelle. Ludmila Totieva. Juste un mot peut-être, parce que effectivement, Kamala Harris, elle est
il va devoir quand même se défaire de ce héritage Biden sans pour autant perdre trop les lignes justement de sa partie. En même temps, une petite anecdote sur ses relations avec Zelensky. D'ailleurs, il n'y a pas de relation qui était particulièrement entretenu entre les deux personnages, parce que justement c'était au sommet de Munich avant que la guerre en Ukraine se déclenche en 2022, où elle était missionnée de justement parler à Zelensky et de le convaincre de dire à voix haute qu'il y a une incursion préparé par les Russes et qu'il faut qu'il l'avoue publiquement. Ce que Zelensky a refusé de faire. Et on sait aussi que c'est plutôt Biden qui a entretenu des relations très bonnes relations avec Zelensky. Kamala Harris, elle ne s'est jamais rendue sur le sol ukrainien depuis qu'elle est vice-président. Alors pour nous, effectivement, en tant que regard ukrainien, on est plutôt intéressé que ce ne soit pas Trump qui soit à la Maison-Blanche. Mais c'est quand même des choses assez intéressantes. On regarde la campagne avec beaucoup d'attention, et M. Poutine également, parce qu'il mise sur l'élection de Trump pour pouvoir s'arranger avec son guerre en Ukraine. Mais pour rebondir là-dessus, justement, parce que Kamala Harris n'a quasiment rien dit sur la politique étrangère. Non. Oui. Donc la vraie question, et là-dessus il y a un enjeu, c'est de savoir si elle sera l'héritière de Biden, dont elle a été la vice-présidente, ou si elle se situe dans le sillage de Barack Obama, qui quand même a pris tout de suite fait cause pour elle, qui justement, tant qu'elle n'avait pas été adoubée par l'aile gauche, il était resté un peu réticent, et ensuite il lui a apporté un soutien appuyé comme il le fait maintenant. Est-ce qu'elle va être l'héritière d'Obama ? Ce qui change quand même totalement les choses, parce que le bilan d'Obama en politique internationale n'est quand même pas des plus flamboyants, que ce soit de son renoncement à l'intervention en Syrie, dont on paye encore les conséquences, sa mollesse sur l'Ukraine, ou alors que Biden était pour armer les Ukrainiens en 2014, Obama s'y était opposé, etc., etc. Donc, justement, selon vous, dans lequel des deux héritages elle se situe ? Je crois que son intérêt, c'est de ne pas prendre parti. Mais ça ne pourra pas durer très longtemps. Mais quand elle sera présidente, lors d'un débat, il faudra qu'elle choisisse. de gouverner. À ce moment-là, il faudra bien qu'elle tranche. Voilà. C'est-à-dire que c'est ça, au fond, l'incertitude de la campagne électorale. C'est que sur bon nombre de points, on ne connaît pas les positions de Kamala Harris. Et on connaît en revanche les positions de Donald Trump. C'est-à-dire qu'au fond, c'est la différence qu'il y a entre les deux candidats. Parce qu'il y a une candidate qui doit assumer l'héritage et en même temps qui doit assumer sa passivité en tant que vice-présidente, puisqu'elle n'avait pas le pouvoir de faire autre chose que d'être à côté du président. Et puis d'un autre côté, vous avez un candidat républicain qui, lui, a des idées bien précises et puis qui peut dire, vous savez, moi j'ai été président pendant 4 ans, hein, donc je sais exactement ce que sont les relations internationales, je sais ce qu'il faut faire, je vais vous le dire. Kamala Harris n'est pas en état. Et puis je termine en disant que, au fond, les électeurs américains ne sont pas passionnés par les relations internationales. Mais dernière question sur l'héritage Obama. Moi, j'ai pas senti un enthousiasme délirant de la part de l'ancien président envers Kamala Harris. Est-ce que c'est pour lui un choix de raison plutôt qu'un choix de cœur ? Écoutez, ça m'est difficile de répondre au nom de Barack Obama. Mais ce que je sais, c'est que Barack Obama n'avait pas une sympathie débordante pour Joe Biden. Et la meilleure preuve, c'est qu'il a choisi Hillary Clinton comme éventuel successeur. Alors, il s'est rallié, et bien sûr, il a joué un rôle important dans le choix de Kamala Harris, mais je ne sais pas si vraiment il est enthousiaste à l'égard de cette candidature-là.